co-founder du néo-assureur Achille. Je ne sais pas si vous les connaissez chez Achille, mais c'est un peu des grands malades. Une bande de déconneurs qui a décidé de marquer l'histoire de l'assurance en faisant un projet qui impose le respect, mais sans se prendre au sérieux. Une aventure entrepreneuriale assez récente, qui a démarré en 2020, je devrais dire très récente, et qui me semble naviguer à contre-courant de pas mal de sujets. Déjà, elle attaque un marché hyper concurrentiel qu'est le monde de l'assurance. Ensuite, parce qu'elle a un positionnement prix assez particulier, assez agressif, une diversification de produits assez dingue, et un modèle qui impressionne par son esprit, décalé, mais sa rigueur, qui elle est bien là. Et vous allez voir, rigueur aussi sur la partie, un sujet important en ce moment, sur la rentabilité, qui fait... comment dire, qui peut être rare parfois dans ces temps-là. Beaucoup de questions pour toi, mon cher Ralph. Merci déjà d'être là. Merci à toi de m'avoir invité. Je suis ravi. On a pas mal de choses à voir ensemble. On va parler assurance, on va parler tech, on va parler innovation, entrepreneuriat. Toi, t'exploses avec Achille, mais t'en es pas à ton premier coup d'essai. Tu as un paquet de boîtes à ton actif. Un parcours qui est passé par, j'ai envie de dire, toutes les étapes du monde de l'assurance, mais pas que. Tu as commencé dans la boîte dans laquelle était ton père, PFA, Assurance. C'est en quelle année ? En 95. 95. Après, tu as même été agent d'assurance. Oui, c'était un agent mandataire. J'étais une sorte d'agent mandaté par la compagnie pendant 2 ans. Avec des années assez riches. On pourra peut-être... on en parlera, c'est mes meilleures années. Bon. Et après, tu as décidé de mettre un petit peu de projets et de technologie un peu, parce que tu es passé après en tant que consultant chez CAC Pitt Marwick. Tu as fait un passage dans le monde des comparateurs d'assurance. Donc là, tu étais vraiment dans des sociétés tech. Tu as été CEO d'Empruntis. Tu as ensuite monté ton propre comparateur qui t'a été impliqué dans pas mal d'initiatives aussi autour de la lead gen, de l'acquisition digitale et du gross à ce moment-là. Sociétés qui ont été intégrées dans un groupe qui s'appelait Time One. Et tu as revendu tes parts de Time One. Donc, tu as toujours chevauché ou alterné entre assurance et tech. Ça semble assez normal de devoir monter un assureur 100% digital. C'est normal, c'est pas pour autant simple, c'est pas toujours naturel aussi, parce que c'est vrai que t'as pas le profil type que j'ai eu à ce micro, à savoir des gens qui ont la trentaine, qui sortent de Supélec ou d'HEC ou de Polytechnique. Et toi, tu as pas mal d'expérience. Tu es un des plus âgés que j'ai pu recevoir. Merci. Je t'en prie, c'est l'expérience. Je le prends bien. Je le vis très, très bien. Et toi, tu as failli pas te relancer. Parce que quand tu as vendu tes parts de Time One, tu as failli t'arrêter là. Tu étais parti pour. Oui. Comment ça s'est passé, ce moment où tu décides, enfin, au moment où tu arrêtes ce projet qui devait être assez intense, tu vends tes parts et tu avais acté le fait de t'arrêter. En fait, j'ai un papa qui a travaillé dur toute sa vie et qui a fait un AVC 2 semaines après la retraite. Ok. Et j'ai dit, je ferai jamais ça. Donc moi, je veux pas avoir cette vie. J'ai travaillé toute ma vie, j'en profite pas. Et j'avais juré que j'arrêterais de travailler à 45 ans. Mais depuis que j'ai 25 ans. Et là, ça se goupillait. L'année de mes 45 ans, Time One était au top du top. On a des offres. J'ai dit, je vends et j'arrête. Et tu t'es arrêté. Et je me suis arrêté et l'histoire s'est répétée. J'ai eu des problèmes de santé tout de suite. Ah bon ? Oui. Donc j'en parle pas beaucoup, mais je voulais des choses qu'on ne dit pas. Et donc tout le monde croyait que j'étais en train de me dorer la pilule à dépenser mon argent. Mais j'étais en train de me battre contre la maladie et j'ai passé 2 ans très difficiles. Ok. J'en ai pas beaucoup parlé. Et ensuite, j'ai regretté très clairement d'avoir arrêté de travailler. C'est vrai ? Et tu fais le lien entre l'arrêt et la maladie ? J'ai fait le lien immédiatement. Ça s'est présenté combien de temps après ? Même pas 1 semaine et demie après. Non. Donc tu n'as vraiment pas eu le temps d'en profiter. J'ai même pas l'argent de la vente, c'est resté sur mon compte en banque pendant 18 mois. Ok. J'ai même pas eu le temps ou l'envie d'y toucher et la mettre. Oui, tu n'avais pas du tout la tête à ça. J'avais pas la tête à ça. Et raconte-moi comment... Donc en fait, tu as enchaîné un combat pro avec un combat perso. Les deux avec pas mal d'intensité. Pas de combat pro, j'avais... Pas ton combat, en fait, ton projet. Ce que j'ai toujours rêvé de faire, c'est-à-dire d'arrêter de travailler à 45 ans pour kiffer. En fait, j'ai pas kiffé du tout. Ouais. Et j'en ai pas profité. Et donc, du coup, malheureusement, j'aimerais bien expliquer qu'est-ce que ça fait de pas travailler et de rien faire pendant 2 ans. Mais non, j'ai pas rien fait. J'ai pas travaillé, mais j'ai pas rien fait. Bon. Et visiblement, t'as gagné la bataille. On espère. On a gagné la bataille, on espère toujours.
Non, mais voilà. Après, j'ai pris ça comme un dossier. Hein, on a traité ça comme il faut. Et puis, Au moins, tu auras passé du temps avec ta famille, j'imagine. J'ai toujours passé du temps avec ma famille, même quand je travaillais dur. Donc Bon. ça, c'était, je pense, l'occasion d'en parler, mais c'est le pilier principal de la vie, et c'est ça qui fait qu'on avance. Bon, et donc tu as passé cette étape-là. Comment on passe de cet état de maladie à tu te remets d'aplomb physiquement? Tu aurais pu te dire, là, bon, maintenant que je m'en sors, je peux kiffer. À quel moment ça switch et tu reprends, tu rechausses les crampons? Après, je pense qu'il faut être honnête. C'était la plus grosse connerie de ma vie d'arrêter de travailler en pensant que c'était une bonne idée. Et on m'aurait dit, quand j'ai arrêté, on m'aurait dit, Ralph, tout le monde me disait, mais tu fais n'importe quoi, mais comme toi, tu peux pas arrêter. Je leur dis, mais vous comprenez rien, je vais arrêter. C'est vous qui vous plantez, les gars. C'est vous qui vous plantez, vous avez tort et tout. Alors que j'étais dans le tort, mais à 2 milliards de %. C'était vraiment, c'était l'idée la plus nulle. J'avais rien préparé. Parce qu'en fait, quand j'ai vendu Time One, j'ai donné mon PC, mon téléphone. La nouvelle page. Et plus rien. Je veux dire que j'avais plus de pas de passion, pas de travail, pas de plan B, rien du tout. J'étais là à dire maintenant j'ai plus rien à faire. Donc ça a été compliqué. Et donc je pense que je le referai plus jamais. Et je conseillerais aux gens de ne pas le faire comme ça, c'est-à-dire bien préparer son arrêt. Parce que quand on a eu à Time One, c'était beaucoup de salariés, c'était 160 salariés, c'était 9 pays, on voyageait beaucoup, on travaillait beaucoup. C'est passé de intensif à rien du tout. C'est compliqué. Et avec le recul, bon, là, tu donnes quelques éléments, mais t'aurais préféré, enfin, t'aurais pu rester chez Time One, ça t'aurait évité les 2 années que t'as passées ensuite? J'aurais pas pu, je pense, T'aurais physiquement. Pas pu physiquement. J'aurais pas pu physiquement, parce que la maladie était là, et elle s'est pas déclenchée juste quand on s'arrête de travailler, elle prend le dessus, mais elle était là. Elle s'est révélée à ce moment-là. Elle était là, elle s'est juste, en fait, on s'est écouté. On s'écoutait pas, et là, on s'est un peu écouté, donc du coup, on regarde. Donc non, j'aurais pas pu continuer, mais j'arrêterai plus jamais comme ça, brutalement, aucune de mes activités. Okay. C'est ce qu'on dit souvent, j'ai entendu ça pour les retraités, de préparer petit à petit le truc, d'avoir de nouvelles activités. Même pas, tu sais, 3 semaines après, il a fait un AVC. Ouais. Donc oui, je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour travailler. Je pense que le travail, c'est la santé, j'y crois vraiment. Et moi, j'ai besoin de travailler, donc il faut que je travaille. Bon. Et ça, c'est un truc que tu t'es dit malade en disant, en fait, il faut que je veux pas me laisser... Non, c'est un mix de plein de choses, en fait. Donc moi, j'avais arrêté, j'étais sûr que je ne retravaillerais plus jamais. Et voilà, je n'avais pas parlé à mes enfants de la maladie, donc ils ne savaient pas. Donc eux, ils pensaient qu'ils avaient un papa qui glandait à la maison et qui ne faisait rien. Pendant ta maladie, tu n'en as pas parlé? Non, on n'a pas parlé. Comment tu fais pour garder ça? On le fait. Ok. On préserve tout le monde. Et puis, donc vous avez porté ça, toi et ta femme? Oui, qui a été très, 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 très présente. Okay. Je pense que je ne serais pas là si elle n'avait pas été là. Donc c'est important. Et donc après, tant que c'est pas fini, ça sert à rien de le dire. Donc c'est pas. Tu connais pas l'issue. Donc on n'est pas l'issue, ça sert à rien d'aller inquiéter tout le monde. Voilà, on s'est battu et donc on n'en a pas parlé. Et donc. Mais eux, ils devaient te charrier toute la journée. Toute la journée. Et en fait, ils savaient pas ce qui se passait. Ils ne travaillaient pas et ça me faisait rire à un moment. Et puis un jour, ce qui m'a dit qu'il fallait que je me remette au travail, c'est ma fille qui rentre de l'école avec ses copines, parce qu'on a un appartement très sympa. Et elle rentrait tout le temps faire le goûter le vendredi après-midi avec toutes ses copines. C'était le hub du quartier. Ouais. Et elle est rentrée, et j'étais encore sur le canapé. Elle a ouvert la porte, elle m'a dit « Ah, papa, t'es encore là ?» Mais avec la honte dans les yeux. Mais vraiment, là, limite, je regarde ses copines, je dis « Merde, il est encore là. » Et le « Papa, t'es encore là » a résonné dans ma tête comme un coup de canon. Et voir la honte, on se dit « J'ai travaillé comme un fou, comme un chien toute ma vie. » Pour provoquer ça comme réaction. Pour provoquer ça comme réaction, c'est que je suis forcément faux. Et je me suis dit, je vais me remettre à travailler. Bon, il y avait en plus un passage au milieu de coming out vis-à-vis de tes enfants pour leur expliquer ce qui s'était vraiment passé. Je l'ai toujours, on n'en a jamais parlé. T'as jamais eu officialisé ça? Non. Mais ils le savent. Peut-être qu'ils seront là, mais ils ne savent pas. Bah, ça va leur faire un sacré coup. Je pense pas qu'ils vont regarder. Non. Bah écoute, ta fille a l'air connectée une fois de temps en temps. Ouais. Mais est-ce que tu aurais un message à faire passer par rapport à cette période-là après coup, soit à tes enfants, peut-être quand ils... Non, c'est que dans la vie, tout mal a un bien, tout...
moi, j'ai appris pas mal de choses pendant cette période-là. J'ai appris sur moi, j'ai appris sur la vie, j'ai appris sur plein de choses. Donc, du coup, un message, ce que je dis toujours, que je m'en suis sorti, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée peut-être. J'aurais peut-être pété un câble, j'aurais peut-être fait n'importe quoi, j'aurais peut-être été con, j'aurais peut-être été... Et là, on relativise pas mal les choses et on devient... moi, je pense que je suis devenu meilleur. En tout cas, tu as dû gagner en maturité. Tu penses que l'épreuve, j'ai des proches qui sont malades, ça soude aussi vis-à-vis de ton couple et ça te révèle une partie des choix que tu as pu faire et de l'entourage que tu as. Et peut-être que tu as maintenant une philosophie de vie qui est peut-être différente et tu as une façon de... Je ne sais pas s'il y a un lien, mais de profiter, de jouir un peu de ce que tu fais. Et la vie est différente, tout est différent. Les décisions sont différentes, les petits bonheurs sont différents, les envies sont différentes, tout est différent. Après, voilà, c'était pas la fin. C'était ton épreuve. C'était mon épreuve. Grosse épreuve. Tout se passait beaucoup trop bien jusqu'ici. C'est ce que je me suis dit. Rappel à l'ordre. C'est ce que je me suis dit. La vie, c'est pas, j'en parlais tout à l'heure, c'est pas le monde des bisounours. Tout n'est jamais trop bien. Donc, il faut toujours se remettre en question tout le temps et se dire comment on avance. Est-ce que j'ai fait les bonnes décisions? Est-ce que j'ai été bien? Est-ce que j'ai été bon? Est-ce que j'ai été con? Est-ce que c'est malin ce que je fais? Est-ce que c'est débile? Voilà, toujours se remettre en question et ça aide. J'étais déjà un peu comme ça avant, je suis maintenant encore beaucoup plus. Bon, tu me diras comment tu intègres ça. Est-ce que physiquement ça a changé quelque chose? Est-ce que tu te préserves un peu plus? Tu me raconteras un peu comment tu gères je fais plus de mannequinat depuis. Ouais. Voilà. J'ai dû arrêter. J'ai dû arrêter. À contre-cœur pour elle. Non, mais ça n'a rien changé. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé grand-chose. Mais peut-être que le rythme que tu suis aujourd'hui, est-ce que quelque part tu y penses ou non? Tu es engagé à 200% dans ce que tu fais Non, j'ai plus jamais repensé. Il n'y a plus rien. Je vis ma vie. Voilà, c'est terminé. Mais je n'y ai plus pensé. Okay. Bon, c'est canon de pouvoir... assez rassurant aussi pour ceux qui sont dans des épreuves de se dire qu'il y a une fin et que... Il y a une fin, il y a un début et il y a une envie. Et si on se dit c'est pas possible, c'est pas possible. Bon. On me dit toujours l'esprit est plus fort que le corps. Je crois vraiment que l'esprit est plus fort que le corps et donc on y va. Et c'est un détail de mon parcours. Parlons d'un autre détail. À la fin de ces 2 années, je crois que tu te rends à un événement professionnel dans le monde de l'assurance pour essayer de renifler un peu ce qui s'y passe et entretenir peut-être ce réseau que tu avais. Ouais. Et là, tu rencontres... tu croises Jean de la Roche-Brochard. Tu le connaissais d'avant ou pas du tout? Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Là, je te raconte vas-y, alors j'arrête tout de suite. En fait, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup dans le monde de l'assurance qui s'appelle Alexandre Schall, avec qui je travaillais, qui, lui, savait que j'avais passé des moments un peu difficiles et qui m'appelle et qui me dit « Ralph, ça fait longtemps que tu n'es pas sorti de chez toi. Il y a une soirée Les Furets, furet.com, comparateur d'assurance. » Et il me dit écoute, lui, il habite dans le nord de la France, à Boulogne-sur-Mer. Il me dit écoute, je suis sur Paris, on ne s'est pas vu depuis longtemps. Viens à cette soirée, ça me ferait plaisir de te voir. Et je lui dis écoute, je ne suis plus dans l'assurance depuis presque 10 ans, je connais personne. Il me dit non, mais tu t'en fous, tu seras avec moi, on passera un bon moment, viens, on y va. Et donc je suis arrivé à cette soirée. Et en fait, je connaissais 95% des gens dans la soirée, alors que ça faisait 10 ans que j'avais quitté le secteur, qui me racontaient les mêmes blagues, qui avaient les mêmes problèmes informatiques. Ils ne savaient pas bouger. Rien, mais même pas d'un iota. Rien. Et un mec quelqu'un que je connais, qui me dit t'as vu Ralph, t'as vu un peu l'OVNI du moment, Alan, ils ont fait un truc incroyable, ça vaut plus d'1 milliard. Je dis bon, j'avais jamais entendu. Moi, j'étais à 10 millions de. Ah oui. Non, mais j'avais complètement tout arrêté, je regardais rien, donc je savais même pas que ça existait Alan. Il dit bon, c'est quoi Alan? Je regarde, je vais sur Internet, je regarde, et le soir, je dis mais moi, je sais le faire, ça. Je fais de la tech depuis 15 ans, je connais l'assurance. C'était l'univers de tes deux univers qui se rejoignaient. Je dis bah oui, c'est génial ce qu'il fait, marketingement c'est génial et tout, mais techniquement il n'y a rien de. Ça paraît fou pour un monde de l'assurance, mais pour quelqu'un qui fait la tech depuis 15 ans, c'était rien du tout. La seule perf, peut-être, c'était l'agrément de l'assureur de santé qui n'avait jamais été délivré depuis 25 ans. Voilà, ça faisait même 35 ans. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est la même chose qu'on a fait nous, cette perf-là. Mais oui, donc, non, la grosse perf, c'est déjà d'y aller. C'est quand même lui qui a été la première fois, ça faisait 30 ans que personne n'avait été, il a dit « je vais le faire ». Et ça a quand même ouvert un peu la voie
à d'autres qui se sont dit, bah, si eux, ils ont pu le faire, pourquoi nous, on n'essaierait pas? Mais personne n'avait essayé pendant tant de temps. Et voilà, donc je me suis dit, je vais le faire. Tout le monde m'a dit, t'es un mytho. Mais quoi, tu vas le faire? Quand tu vois ce projet... Ah non, mais je me dis, mais sachez le faire. Je me suis dit, sachez le faire. Et donc... je sais le faire et je vais ou je veux le faire, il y a un petit... Non, mais quand on dit qu'on sait le faire, on le fait. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas d'entre-deux, mais ça c'est pas tout à fait fait comme ça. Et ensuite, donc moi, je connais Jean depuis longtemps. J'ai 26 ans. Dans l'une de mes premières boîtes, Jean, il travaillait à l'époque chez Pascal Mercier. Et donc, c'était lui qui gérait mon dossier d'investissement à l'époque. Je parle de ça, on devait être en 2010 ou quelque chose comme ça. Donc, il était quand même très jeune, lui, très jeune. Pour le coup. Toujours aussi brillant, mais très jeune. Et du coup, on a vraiment sympathisé. Lui, c'était pratiquement son premier dossier. Moi, c'était mes débuts. Et j'ai tout de suite accroché avec cette personne que j'ai trouvée très smart et très intelligente. Et donc, on a sympathisé. Et on s'est suivi toute notre carrière. On s'est suivi. J'ai connu ses hauts, ses bas, ses milieux. Il a connu mes hauts, mes bas, mais ses milieux. On se suivait. On s'appelait de temps en temps. Voilà, on n'a pas mangé ensemble tous les midis. Mais on s'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et il a écrit un livre, Human Machine. Que j'ai lu. Voilà. Et moi, j'habite le quartier, j'habite à Place Victor Hugo dans le 16e, à côté de Janson de Sailly où sont mes enfants. Et Jean était à l'école à Janson de Sailly. Et dans ce quartier, il y a une bibliothèque, il y a une librairie qui s'appelle Lamartine, qui est le top du top de la librairie. Et tous les gens qui vont à Janson, ils achètent à Lamartine. Et Jean allait dédicacer son livre à Lamartine. Et donc, pour un ancien élève de Janson de Sailly, dédicacer un livre à Lamartine, je sais que c'était un événement, et je pense qu'il devait être assez fier de lui, il peut, de faire ça. Et je me suis dit, bah, tiens, j'habite à 50 mètres, 100 mètres, dimanche, je vais y aller, je vais prendre son livre et je ne vais pas lui dire, et il va me le dédicacer. Et donc j'ai été acheter son livre à Lamartine, et là, il m'a dit, ah, super. Et il me dit, il faut absolument qu'on mange ensemble demain, on se voit. Donc c'était dimanche, et le lundi, on mange ensemble à la station F. Et il me dit, qu'est-ce que tu fais faire, Ralph? Comme toi, c'est dommage. Pourquoi tu recommences par un truc et tout? Je dis, écoute, je raconte cette histoire des furets. Il dit, si je fais un truc, c'est un truc dans l'assurance. Et voilà. Et puis il me dit, ah bah très bien. Et puis il me dit, ah bah si tu fais un truc, je te suis. Je me dis, Jean, il doit dire ça à peu près à 200 personnes par jour. Voilà, donc moi, j'attendais rien. J'ai besoin de rien, j'attends rien. Je me dis, si je le fais, je le fais. Et puis il me rappelle le mercredi, et les gens qui me rappellent 2 jours après, alors qu'il est pratiquement impossible à joindre, il dit, il y a quelque chose. Et puis il me rappelle le vendredi, et il me dit, écoute, Xavier m'a demandé de rencontrer quelqu'un qui s'appelle Francky Desfossés, qui est mon associé aujourd'hui. Il me dit, voilà, ils veulent faire un truc dans l'assurance, je leur ai parlé de toi, que toi aussi tu voulais faire un truc dans l'assurance. Il me dit, Ralph, franchement... ça fait du sens, voyez-vous, j'ai Francky là dans mon bureau, est-ce que tu veux le voir? Et moi, comme je glandais sur mon canapé toute la journée, depuis 2h30, j'étais bien sûr dans mon canapé en train de glander. Je lui ai dit, bah, écoute, dis-lui de venir. Il est venu chez moi, on a acheté 3 nems de merde dans le truc d'à côté, on s'est posé, une demi-heure après, on s'associe. Comment ce fit est venu entre toi et Francky? C'était quand même inespéré. Ça s'est fait naturellement? Vous avez travaillé cette relation ou... En fait, c'était Xavier travaillait déjà avec Francky. Moi, je connaissais très bien Jean. Jean, il m'a dit, c'est sûr que ça va fitter. Je me suis même pas posé la question, en fait. C'était naturel. Et puis Francky est arrivé, on s'est tout de suite... on se connaissait sans se connaître. On se connaissait pas personnellement. Moi, je venais du marketing digital. Lui venait aussi du marketing digital. On avait des gens qu'on connaissait en commun. On s'était jamais croisés de notre vie. Donc on avait des choses en commun. Moi j'avais une boîte à Barcelone qui fait du marketing digital que j'ai encore. Lui avait sa boîte à Barcelone marketing digital. Donc il y avait plein de choses. Voilà,
Et puis voilà, quand Xavier Niel te dit ça serait bien, quand Jean te dit ça serait bien, tu te dis pas ça sera pas bien. Tu dis ça serait bien. Surtout qu'il arrivait avec déjà un financement. Voilà, donc moi, par contre, je pense qu'ils ne s'attendaient pas au projet qu'on a fait. Ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts. Et donc j'ai juste été leur expliquer que c'était pas que là on s'attaquait à un autre type de projet. Et donc en fait au départ on devait avoir 5 millions. Et je leur ai dit non, avec 5 millions, je vous apporte le café, mais on ne fait pas une compagnie d'assurance comme ça. Du coup, on a levé 30 millions. Pas que auprès d'eux. Pas que auprès d'eux. Alors au départ, Xavier il a dit ouais, ok, c'est sympa votre truc, mais moi j'étais ok pour 5, 6, 10, 15, mais pas 30. On va trouver d'autres personnes. Et puis avec Jean, on a regardé, on a trouvé Serena Capital et Portage. Et du coup, on a levé 30 millions en seed, qui était l'une des plus grosses levées de seed qui n'ait jamais eu lieu. On n'a même pas fait un PowerPoint. On n'avait même pas fait un deck. C'était je le connais, je te connais bien, on se voit, on le fait. Juste le poids des noms et des expériences. Et très complémentaire avec Francky. Et voilà, s'il n'y avait pas eu Francky, je ne l'aurais pas fait un truc aussi gros tout seul. Je n'avais pas ni la force ni l'envie. Et voilà, ça fait le vieux con avec le petit jeune loup, ça peut... Tout un écosystème qui fonctionnait, donc ça pouvait que marcher. Bon, et vous avez fait qu'une seule levée pour l'instant, avec une on a fait très qu'une prudente seule levée, de cash. avec donc on a toujours été. Moi, j'ai jamais perdu un seul euro. C'est ma 5e boîte. J'ai fait un cash out tous les 3 ans depuis 15 ans. J'ai jamais perdu 1 euro. Jamais eu une boîte qui perdait de l'argent. Raconte-moi le projet. Toi, tu as amené ta vision du projet. Est-ce que Francky en avait une autre? Est-ce que Xavier et Jean en avaient d'autres? Quelle était la vision, l'ambition et le positionnement que vous cherchiez au départ? Et est-ce que ce positionnement est resté le même ou vous avez eu des pivots? On n'a pas pivoté. En fait, le sujet était assez large pour que tu n'aies pas besoin de pivoter, en fait. Il est multiple. En fait, on se dit, tiens bien, on va changer l'assurance. Rien qu'avec ça, tu as tout dit. Et même si tu pivotes, ça ne se voit pas, en fait. Et entre assurance vie, produits, santé, immobilier... Non, on savait... Alors, par exemple, on en reparlera tout à l'heure, mais par exemple, l'habitation, ce n'est pas le produit sur lequel j'aurais été moi en tant qu'assureur. D'accord. Parce que tout le monde sait que c'est le seul produit sur lequel tu ne gagnes pas d'argent qui est un peu pourri. Okay. Donc, naturellement, moi qui fais de l'assurance depuis très longtemps, j'aurais dit, c'est pas là-dessus qu'on va aller. Mais comme il y avait toute cette effervescence autour de Loco, de tous ces gens, de Limonade... Qui existait déjà à l'époque ? Qui existait déjà à l'époque. Qui était tout frais, non ? Non, en 2016, je crois. Voilà, cette histoire-là, on dit 2020, c'est plutôt 2021, mai 2021 qu'on a commencé le projet. Okay. Quand on a eu notre agrément, qu'on a commencé à faire nos choses. Voilà, donc... non, c'est simple, c'est Francky qui a peur de rien. Il dit moi je vais faire une compagnie. Il n'avait jamais touché un contrat de sa vie d'assurance. Il vivait en Espagne, il n'avait même pas les contrats français. Il a dit je vais faire une compagnie. Moi ça m'a plu tout de suite. Je me dis putain, le mec, il n'a pas peur, on y va. Moi je savais ce qu'il y avait derrière. Et peut-être que sans eux, j'aurais dit mais non, mais vous êtes des tarés les gars, on ne monte pas une compagnie. Ça n'existe pas. Personne ne fait ça. Personne ne fait ça. Et si. Et j'ai tout de suite dit, OK, go, on y va, militaire. On a des anecdotes mais avec la CPR un peu rigolote où Francky qui n'a pas peur, il envoie un mail au numéro 2 de la CPR pour dire j'ai un projet, est-ce qu'on peut se voir ? Le mec, il dit on se voit. On n'avait rien préparé, on arrive sur le truc, on se retrouve devant 20 mecs qui nous disent alors, c'est quoi votre projet ? Non, mais on voulait juste savoir si c'était... Ah non, mais les gars, vous n'avez pas compris, on est 20. Voilà, donc les trucs se sont passés comme ça. Ensuite, on a fait... moi, d'expérience, une fois, ça se passe pas bien, ça se passera pas bien 2 fois. Donc on s'est donné un point d'honneur de dire, on est passé... Honnêtement, on est passé un peu pour des rigolos au premier rendez-vous parce que c'était un malentendu. On pensait qu'on allait juste dire est-ce qu'on peut déposer, alors que c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas est-ce qu'on peut, c'est tu déposes et à toi de prouver que tu es capable de le faire. On voulait, pour avoir l'agrément, tu dis. Pour avoir l'agrément. L'agrément, c'est un truc de dingo. Hein. Les gens ne se rendent pas compte que c'est un truc dingo. Justement, le process, vous l'aviez jamais fait. Enfin, vous aviez déjà Xavier et les fonds derrière. On avait l'argent. Sous condition de l'avoir, non ? Alors en fait, on a levé l'argent en disant, même de notre Fed, on a dit cet argent on en aura besoin que si, condition suspensive, c'est d'avoir l'agrément.
Maintenant, on n'aurait pas eu l'agrément, on aurait quand même levé de l'argent pour faire courtier, on aurait fait MJA comme les gens qui étaient MJA à l'époque, et on aurait pu le faire, et ça on aurait le fait. Mais voilà, on avait besoin de beaucoup moins d'argent si on était MJA, mais de beaucoup d'argent si on était assureur. Ouais, avec un enjeu différent. Avec un enjeu différent. Du coup, on s'est mis à préparer comme des fous cet agrément. Pendant 6 mois, moi j'ai fait que ça. On avait pris un cabinet parce que c'est assez... il faut qu'il y ait des gens qui connaissent bien la CPR. Plus que le dossier, mais plutôt bien connaître les gens pour savoir un peu ce qu'on doit faire. C'est plutôt en termes de formalisme que de... Et après, pendant 6 mois, c'est nuit et jour. Tu prépares ton dossier. De la paperasse, pour le coup. De la paperasse, Et vous étiez sur du un calcul. Plus facile d'obtention enfin plus facile, plus fréquent de nouvelles agréments. Alors parce non. Que Alan, par exemple, alors sur un créneau on hyper était. rare. Alors je vais être un peu technique. Alan, ils ont eu l'agrément pour les branches 1, 2, et nous on a eu l'agrément pour les branches 1, 2, 8, 9, 13. Donc incluant les leurs. 1, 2, c'est pratiquement les plus faciles à avoir. D'accord. Et 8, 9, 13, c'est le dommage, c'est l'immobilier, c'est toutes ces choses-là. C'est compliqué. Et donc, ça faisait 35 ans que personne n'avait eu un agrément aussi large que le nôtre. Donc, on a tapé beaucoup, beaucoup plus fort que ce que faisait Alan en termes d'agrément. Et on en a rajouté 2 là récemment. On a eu la branche 16 et 17. Donc là, on est une compagnie costaud avec 7 agréments. Non, on a été tapé encore plus haut. Pour faire les produits qu'on voulait faire, il fallait qu'on tape. D'où la diversité de produits, on verra après. D'où la diversité de produits. Pourquoi vous diversifiez autant? C'est parce que vous pouvez le faire aussi. Non, parce que ce que les gens doivent comprendre, l'assurance, la définition de l'assurance, c'est la diversification du risque. C'est la mutualisation du risque. Donc, si tu fais que de l'assurance sur un seul produit, c'est que tu n'as pas compris ce qu'était de l'assurance, en fait. L'assurance, c'est plusieurs risques. Et demain, il y a une tempête, je gagnerai de l'argent sur la santé. Demain, il y a des problèmes de santé, je gagnerai de l'argent sur ma maison. Et puis demain, c'est les smartphones, je gagnerai de l'argent sur mon casse-vol smartphone. Mais tu ne vas pas te dire, tiens, je vais être monoproduit, je vais faire que ça. C'est impossible. En assurance, ça ne peut pas marcher. Okay. Juste une parenthèse sur le positionnement. Vous êtes allé dans des recherches, des études de marché, pour savoir s'il y avait de la place pour un nouvel assureur, ou pour toi c'était évident qu'il y avait de la place pour un nouvel assureur, et tu t'es dit, le tout c'est d'y aller, on ne se pose pas trop de questions. On a fait zéro étude de marché. La baseline, c'était on va changer l'assurance, on va faire ça mieux. On a sur nos t-shirts l'assurance en mieux, c'est un peu prétentieux, mais c'est fait exprès. Voilà, et c'est tout. Donc, même si on fait la même chose que tout le monde, ce qui est le cas, il y a du taf. Pour tout le monde. Il y a du taf. Donc, faire une étude de marché, est-ce que les gens ont besoin d'une assurance auto? Tu n'as pas besoin de la faire. Est-ce que les assureurs gagnent de l'argent? Tu n'as pas besoin de le faire. Est-ce qu'ils ont des systèmes d'information qui sont obsolètes? Faut pas sortir pour les techniques. Tu vois, je ne l'ai pas fait, mais je raisonne comme eux. Pas besoin de sortir pour les techniques pour comprendre que c'est pas bon. Voilà, ce déclencheur, Francky, son déclencheur, c'est qu'il vient du marketing digital aussi. Il a vu les contrats et quand il est en France, il a vu que c'était un peu chiant. Il s'est dit, c'est pas possible qu'il soit aussi en retard. Et moi, je vendais du lead à l'ensemble des assureurs de la Terre. Et j'avais l'impression de donner de la confiture au cochon, en fait, leur donner des centaines de milliers de leads. Et ils ne transformaient pas comme ils auraient dû transformer. Il n'y avait pas de signature électronique, il n'y avait pas de formulaire. Je devais faire des formulaires. Pour certains assureurs, je leur faisais des faux formulaires que je faisais moi à leur couleur. J'étais obligé pour leur faire du lead parce qu'ils ne savaient pas le faire eux-mêmes. Et donc, au bout d'un moment, tu te dis, mais attends, je connais le métier. Moi, j'ai fabriqué des produits quand j'étais jeune. J'étais un peu les stats, l'actuariat, toutes ces choses-là. Donc, je savais faire des produits. J'ai vendu du contrat. Je savais faire des sinistres. Je faisais du marketing digital. Je me dis, mais pourquoi je ne le fais pas pour moi? Tu sais pas ce qui te manque. Là, tu as des fonds. OK. Une fois que tu as eu l'agrément, Champagne Shower, non déjà? Alors, il s'est passé un truc très drôle. La CPR m'a appelé pour m'annoncer l'agrément. J'étais en train de commander un kebab. Et je me suis dit, je vais être le seul mec au monde qui a son agrément dans un kebab. Et donc, j'étais en train de donner ma commande et le téléphone sonne. Je suis sorti. J'étais bien sûr super très content. Mais en fait, j'étais en train de commander un kebab et la situation m'a fait, m'a fait sourire en me disant, on y est arrivé. Et c'était la première chose que j'ai faite, parce que chose que j'ai pas racontée, c'est que mon papa est décédé pendant le Covid. Okay. C'était pour lui que je faisais tout ça. Donc c'était très frais à ce moment-là. Ah oui, mais moi en fait, j'ai fait ce projet-là, je l'ai fait en me disant, je veux montrer quelque chose aussi pour mon père qui a travaillé là-dedans, qui était employé vraiment de l'échelle toute sa vie, et j'avais envie de lui dire, moi je vais faire une compagnie, et c'est la première chose que j'ai été faire. J'ai été au cimetière amener mon agrément
à mon père que j'ai posé. C'est quelque chose d'important. J'imagine. Bon, et donc il t'a pas vu t'emballer dans tes... Ou alors on ne sait pas s'il te regarde. Non, mais il m'a vu m'emballer plein d'autres fois. Il devait déjà être assez fier de toi. Mais là, le fait que tout prenne forme et aille dans le monde de l'assurance, dans ce monde-là, il aurait été assez impressionné.